Venue et c'est la première fois que nous avons essayé de lancer un programme entièrement en français. Cette fois-ci, c'est le professeur Éric de Beyens nous présente l'histoire des sciences en France. Je laisse la parole à Éric, s'il vous plaît. Bien. Alors, merci beaucoup. Bonjour à tout le monde. Tout d'abord, je remercie les organisateurs, Madame Lee et puis Magali, d'avoir organisé ce séminaire-là en français. J'ai présenté un séminaire sur les sciences à l'Université centrale il y a quelques semaines. Et j'ai trouvé que c'était une bonne opportunité de parler de sciences en français, puisque à Taïwan, les sciences, on en parle soit en chinois, soit en anglais, mais presque jamais en français. J'ai décidé que j'allais recommencer l'initiative. Et là, je vais aujourd'hui développer ce travail que j'ai fait sur l'histoire des sciences en français. Euh, alors, tout d'abord, pourquoi je me suis intéressé aux sciences? C'est tout simplement parce que, alors j'ai l'impression d'être un peu vieux, mais dans ma génération, on avait la possibilité de se spécialiser dans les collèges et lycées. Et à l'époque, je m'étais spécialisé dans les sciences. Et j'avais une option mathématique notamment au collège et au lycée. Aujourd'hui, ça a presque disparu parce que malheureusement, les enseignements sont tirés vers le bas. Et on avait considéré que c'était trop difficile. Mais en tout cas, cette formation scientifique que j'ai eue au collège et lycée, pour moi, est extrêmement utile pour la suite et surtout pour les autres disciplines, puisque ça apprend à avoir un raisonnement, j'allais dire, logique. Alors, aujourd'hui, je vais parler des sciences en français. Et qu'est-ce que ça veut dire, des sciences en français? C'est d'abord de voir l'aspect culturel scientifique de la France, notamment. Et je le verrai sur deux points. Je le verrai sur un point d'abord diplomatique et politique. Qu'est-ce que c'est que la culture scientifique française? Et ensuite, je verrai un point qui est plus spécifiquement historique. Alors, d'abord, je vais commencer par une question simple. Page suivante, Rose. Alors que la mondialisation fait la promotion des sciences en anglais, et notamment ici à Taïwan, je rappelle que le gouvernement a décidé que Taïwan devait aller vers un bilinguisme chinois-anglais. Donc là, vraiment, on va aller de plus en plus vers des sciences en anglais. Est-ce qu'il est encore utile de parler de sciences en français, et notamment à Taïwan? Alors, aujourd'hui, ça nous paraît, on croit que ça fait une éternité que les sciences sont en anglais. Mais en fait, l'hégémonie de l'anglais constitue un phénomène relativement récent dans l'histoire des sciences. C'est-à-dire que les sciences en anglais, ce n'est qu'une histoire très courte de l'histoire des sciences. Et c'est aujourd'hui un phénomène très conjoncturel dont on peut penser qu'il ne sera pas appelé à perdurer. En effet, auparavant, le monde scientifique a toujours été plurilingue. Nous assistons à un moment unique, à un appauvrissement linguistique dans le monde qui conduit inévitablement à un appauvrissement scientifique. Avec le Covid, cette situation a commencé à changer et nous avons notamment commencé à parler de la recherche en langue chinoise. Alors, en effet, la prééminence de l'anglais scientifique remonte surtout à partir du milieu du XXe siècle. Après la Deuxième Guerre mondiale, on a assisté à un important transfert d'hégémonie culturelle, politique et économique de l'Europe vers les États-Unis. Cette dynamique s'est par la suite
accéléré avec la chute des régimes communistes dans les années 90. C'est le point culminant de la gloire du modèle scientifique américain et de la toute-puissance des universités américaines. Toutefois, si dans l'histoire le plurilinguisme a permis de développer des sciences nationales, notre monde actuel américanisé a fait de l'anglais non une langue de culture scientifique, mais une langue de communication scientifique. Alors, quelle est la différence entre une langue de culture scientifique et une langue de communication scientifique? C'est qu'avant, il y avait des sciences nationales. Qu'est-ce que c'est que les sciences nationales? C'est-à-dire que les sciences qu'il y avait en France n'étaient pas les mêmes que les sciences qu'il y avait en Allemagne ou en Angleterre, par exemple. Chaque pays avait sa spécialité, chaque pays avait son profil scientifique. Et aujourd'hui, avec cette mondialisation-là, nous sommes en train de passer donc d'une culture scientifique à une communication scientifique, c'est-à-dire que l'anglais est là juste pour permettre de communiquer. Et c'est une des raisons pour laquelle on a cet appauvrissement scientifique. D'ailleurs, il y a beaucoup de scientifiques qui en ont parlé pendant la crise du Covid, puisqu'on a été bien incapable donc, de trouver des solutions efficaces parce que donc, on n'était pas dans une réflexion pluriculturelle ou plurilinguistique, mais on était dans le même milieu, donc un peu fermé, qui a l'habitude de penser de la même façon. Et donc, si on pense de la même façon et que les solutions ne sont pas efficaces, on a du mal donc à sortir de cette situation. De même, je vais donner un exemple historique pour montrer pourquoi le plurilinguisme donc, a été aussi très utile donc, pour les sciences. Donc ça a été notamment durant tout le XXe siècle, c'est Albert Einstein donc, qui a dominé l'univers des sciences. Et donc il est le Newton d'aujourd'hui et donc du XXe siècle, et toutes les sciences devaient passer autour de ce grand scientifique. Mais donc Albert Einstein a vite été dépassé par un Danois donc du Danemark, un tout petit pays, qui a commencé, donc qui s'appelle Niels Bohr, comme que vous voyez sur mon PowerPoint. Niels Bohr, c'est lui qui a remis en cause les travaux d'Albert Einstein, alors que Niels Bohr était un illustre inconnu qui écrivait en langue danoise. Et pourtant, à ce moment-là, donc, on a commencé donc immédiatement à comprendre que les travaux de ce scientifique étaient révolutionnaires, puisque c'est lui qui est à l'origine de ce que nous appelons la physique quantique et qui est à la base donc de nos ordinateurs et des hautes technologies. Et donc aujourd'hui, toutes les sciences contemporaines donc, doivent beaucoup à ce Danois Niels Bohr. Aujourd'hui, on aurait peut-être beaucoup plus de mal donc à avoir un scientifique d'un petit pays qui ne publie pas en langue anglaise, on aurait beaucoup de mal à le voir émerger. Et pourtant, dans l'histoire des sciences, nous montre que les plus grands scientifiques donc ne sont pas forcément des plus grands pays du moment. De même, le plurilinguisme donc avait encouragé des publications plus longues, et notamment on avait des publications sous forme de livres. Historiquement, la science moderne donc s'est développée dans ce système plurilinguiste, suivant généralement une logique de partage disciplinaire pendant très longtemps entre l'anglais, l'allemand, le français, l'italien et le russe. Il y avait donc 5 langues dans lesquelles il y avait des publications, 5 langues principales, et il suffisait de publier dans une de ces langues-là pour qu'il y ait un grand débat scientifique. Et en effet, donc, ces grands fondateurs de la science moderne qu'ont été donc Galilée, Descartes, Pascal ou Newton, écrivaient
majoritairement dans leur langue nationale. Avec l'anglais comme langue principale des sciences, nous sommes passés d'un monde où s'affrontent les cultures scientifiques nationales, dans un échange riche et constructeur, à un monde où les scientifiques disent la même chose, dans la même langue. Le résultat est la massification des publications sous forme d'articles, dont la grande majorité n'apporte plus rien à la recherche. De même, la recherche sous forme de livres est en train de disparaître. Donc là, nous avons eu un précédent dans l'histoire. Ce précédent, ça a été lors de l'Europe médiévale, où toute la recherche était en langue latine. C'était le latin qui était l'anglais de l'époque, hein, donc c'était la langue véhiculaire. Et les historiens savent que quand le latin a dominé l'Europe, ça a empêché les sciences d'évoluer. Et dans toute l'histoire des sciences en Europe, c'est au moment où le latin s'imposait dans toute l'Europe que l'histoire des sciences a eu le plus de difficultés à se développer. Et il a fallu par la suite l'affirmation des langues nationales, notamment après la Renaissance, pour que là, il y ait une explosion des sciences avec des savoir-faire et des cultures nationales autour des sciences. Autre problème sur lequel je voudrais aussi insister, c'est que les historiens ont vu, à l'époque aussi où le latin dominait les communications et les sciences à l'Europe médiévale, que le peuple, lui, ne parlait pas le latin. C'était une langue scientifique et donc le peuple, lui, parlait soit des langues régionales, ou soit le début de nos langues nationales. Mais en tout cas, la population, la plus grande partie de la population ne parlait plus le latin, qu'il avait oublié. Et donc, on s'est retrouvé dans un phénomène où tout ce qui était académique, finalement, ne s'adressait qu'à une élite. Et c'est une des raisons pour laquelle on a eu cet appauvrissement. Et quand les sciences sont coupées de la population, qu'est-ce qui se passe? Il y a le peuple se met à rejeter les sciences qu'il considère comme trop en dehors de leur réalité. Et on voit aujourd'hui ce même phénomène, puisque je reprends encore l'exemple du Covid. Aujourd'hui, les plus grandes publications sont en anglais, mais le peuple lui-même ne peut pas lire ces publications en anglais. Parce que même si on aimerait avoir un anglais courant, il y a une grande partie de la population mondiale ne maîtrise pas suffisamment l'anglais pour pouvoir entrer dans les sciences. Et finalement, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, avec l'anglais scientifique, nous nous retrouvons dans la même situation que le latin à l'époque, où bien finalement, on se retrouve avec une élite qui se parle entre elles et qui finalement se retrouve un peu coupée par l'utilisation massive d'une seule langue. Page suivante. Alors, pour relier aussi à l'actualité, nous avons eu donc il y a maintenant quelques semaines, 3 semaines, nous avons eu l'ouverture de la deuxième édition des Assises internationales de la francophonie scientifique. Alors là, c'est une grande initiative de l'AUF qui a changé un peu cette vision du français dans le monde, puisque jusqu'à l'année dernière, quand on parle de français dans le monde, on parle de littérature, de culture, mais on ne parlait pas pas beaucoup en tout cas, de sciences. Là, l'AUF a décidé maintenant de créer chaque année une semaine mondiale des sciences en français. Et cette initiative-là a été appuyée cette année par la FIPF. Et donc cette année, les deux institutions ont décidé d'appuyer les sciences en français. Alors, j'ai pu
il y a le côté positif du Covid, c'est que maintenant beaucoup d'activités sont en ligne et donc ça nous permet donc de pouvoir y assister, de pouvoir écouter beaucoup d'événements. Alors j'ai pu écouter en ligne donc les deux assises, celle de l'année dernière et celle de cette année. Je trouve que c'est vraiment quelque chose de très, très, très intéressant de voir que dans le monde entier, il existe finalement une capacité de présenter donc des sciences en français. D'ailleurs, moi-même, quand j'ai fait 2 journées ouvertes aux sciences à l'université centrale, finalement, j'ai été très positivement surpris de voir qu'il y avait beaucoup de scientifiques à Taïwan qui finalement sont allés en France pour faire leur formation et que finalement, dans les pays du monde entier, on est capable aujourd'hui de pouvoir exprimer quelque chose en français. Et même les scientifiques eux-mêmes, quand ils parlent de science, ils reconnaissent que quand ils parlent en chinois, en anglais ou en français, eh bien finalement, ils ne disent pas tout à fait la même chose. Tout simplement parce qu'il y a derrière une langue un esprit très spécifique qui fait que l'effet provoqué par la présentation des sciences dans différentes langues n'est pas le même. Alors, cette année, cette assise internationale des sciences a été, il y avait une thématique, c'était l'intelligence artificielle. Là aussi, l'intelligence artificielle, c'est quelque chose qui, pour nous, est totalement en anglais. Mais là, on a été dans cette semaine mondiale de la francophonie scientifique, on s'est aperçu qu'il y avait un réseau assez important de scientifiques francophones, alors très peu visibles parce qu'ils publient en anglais, mais que ce réseau francophone existe, mais qui n'est pas bien organisé et qui n'est pas mis en avant ni par les pays, et je vais dire à commencer par la France, qui ne fait pas suffisamment ou pas du tout la promotion des sciences en français, puisque à Taïwan, par exemple, les coopérations scientifiques du BFT, ici à Taïwan, sont en anglais et que on ne pense pas du tout à la langue française dans le domaine des sciences. Euh, Malgré tout, là, dans cette semaine mondiale, on a pu voir des choses intéressantes. Alors, par exemple, là, ce qui est intéressant, c'est que on a pu associer les sciences avec les sciences humaines. C'est-à-dire, parce que les sciences, c'est pas quelque chose qui est suspendu, qui n'a pas de lien avec la population. Il faut voir comment la population réagit aux sciences. Toujours par rapport au Covid, par exemple, on s'est aperçu donc avec le Covid, que finalement, on avait un peu négligé les sciences humaines et que ça a été peut-être un des problèmes aujourd'hui de la coordination scientifique liée au Covid. Alors, je vais juste mentionner un pays, le Vietnam, par exemple. Le Vietnam, il y a beaucoup, c'est le pays le plus francophile probablement d'Asie, pour des raisons historiques notamment. Il y a des départements de français, mais de plus en plus, le Vietnam se tourne vers la création de filières scientifiques de langue française. Et aujourd'hui, d'ailleurs, on voit que les filières vietnamiennes qui marchent le mieux, probablement, de langue française, ce sont celles qui se sont tournées vers les sciences et notamment la médecine, qui marche extrêmement bien. Donc, ce que le Vietnam a fait en Asie, je pense que ça pourrait être un exemple pour les autres pays de la région. Page suivante. Alors, si on en vient à parler de sciences, euh, il y a une particularité entre les sciences de langue anglaise et de langue française, c'est que en France, il y a une grande réputation des chercheurs en sciences humaines.
Nous savons très bien que quand les étudiants étrangers vont à Paris, c'est d'abord pour aller étudier à la Sorbonne, puisque depuis le Moyen Âge, la Sorbonne est très réputée pour les sciences humaines. Et donc, ce qui fait qu'il y a une particularité française dans les sciences, c'est on va associer les sciences exactes aux sciences humaines beaucoup plus que dans les sciences exactes de langue anglaise. D'ailleurs, quand j'écoute des documentaires ou des reportages américains, euh, quand on parle de sciences humaines, souvent, c'est pour décrédibiliser, pour critiquer des approches scientifiques non sérieuses. Je me rappelle, par exemple, j'avais vu un documentaire sur la physique quantique. Tout à l'heure, je parlais de Niels Bohr, qui a remis en cause les travaux d'Albert Einstein. Niels Bohr, quand il a créé la physique quantique, donc aux États-Unis, on a dit ce n'est pas des sciences, c'est de la philosophie. Et quand on disait c'est pas des sciences, c'est de la philosophie, dans ces cas-là, ça veut dire c'est pas scientifique, c'est pas sérieux. Et donc là, il y a dans ce monde américain et anglo-saxon un mur, une frontière très claire entre les sciences exactes et les sciences humaines. Ce que la France ne fait pas. Et ce que la France ne fait pas, c'est qu'il approche, ce qui permet d'avoir une approche, pardon, beaucoup plus, j'allais dire, humaniste des sciences. Alors, cette particularité française, j'allais dire qu'elle va de soi par rapport à la réalité de l'histoire humaine. Parce que dans l'histoire humaine, les sciences exactes et les sciences humaines ont toujours été à côté. Par exemple, quand on voit la préhistoire, tout ce que l'homme préhistorique faisait, c'était toujours quelque chose qui était entre la vie quotidienne et la religion. C'est-à-dire que la religion était quelque chose de omniprésent, qui était absolument partout. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, les historiens disent, mais finalement, l'homme préhistorique, il faisait à la fois des sciences et de la magie. Et que c'était absolument pas contradictoire pour les premiers hommes. Parce que, par exemple, quand l'homme préhistorique a commencé à produire des produits agricoles, quand il a commencé l'agriculture, il priait les dieux pour que les dieux puissent, pour qu'il puisse pleuvoir, pour qu'il y ait de la pluie, pour qu'il y ait du soleil, pour qu'il y ait un climat tout à fait favorable à la production agricole. Ainsi, c'était tout à fait normal qu'on ait une association entre les sciences humaines et les sciences exactes. Cette séparation-là des sciences humaines et des sciences exactes, c'est quelque chose de moderne. C'est pour ça que j'ai écrit là sur mon PowerPoint, notamment, ces deux verbes que je trouve très importants, c'est croire et savoir, parce que ce savoir scientifique, c'est quelque chose, bien évidemment, des connaissances qui sont indispensables, mais croire, c'est aussi important. Et je pense aujourd'hui que ce verbe croire est quelque chose qui peut être aussi important dans les sciences. Parce que si on veut développer les sciences, il faut qu'on puisse avoir, j'allais dire, un objectif, une utopie. Et le fait de ne plus avoir cette dimension religieuse dans notre société aujourd'hui fait que on n'est pas toujours certain que les sciences puissent être aussi créatives. C'est Albert Einstein, encore lui, qui disait que c'était pas quelqu'un qui allait qui était très religieux, mais il considérait que Dieu avait une place importante dans la société parce que la notion de Dieu même permet aux sciences de pouvoir aussi exister. Page suivante. Oui, tu peux continuer encore.